Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une petite histoire du théâtre à travers les âges. En effet, le théâtre n'a pas toujours fonctionné de la même façon, il a beaucoup évolué. Et donc nous allons voir un petit peu à travers l'histoire les différentes étapes du théâtre. Donc nous allons commencer avec le théâtre pendant la période de l'Antiquité. L'Antiquité, la période la plus importante pour la création du théâtre, c'est au moment où l'empire en fait gréco-romain est le plus important et le plus fort, c'est-à-dire aux alentours du 5e siècle avant Jésus-Christ. Voilà, c'est vraiment l'empire gréco-romain qui met en place les spectacles en fait, les spectacles qui étaient vraiment une période très importante puisqu'il n'y avait pas que le théâtre en fait. Il y avait aussi par exemple les jeux avec les gladiateurs ou les courses de chars. Et c'est à cette période que en fait on a commencé à véritablement construire des lieux pour faire des représentations. Voilà, c'est un ensemble en fait de divertissements où le but du jeu était en fait d'amuser les populations pour les divertir, pour essayer un petit peu de gagner la faveur du peuple. Donc souvent c'était les empereurs ou les personnages très riches de la cité qui créaient comme ça des jeux qui pouvaient durer parfois plusieurs jours. Où en fait, par exemple, pendant une semaine, voilà, on faisait des combats de gladiateurs. Donc ça, par exemple, ça se passait dans le Colisée à Rome. Donc ça, la forme était donc circulaire, enfin plutôt ovale. Et en fait, voilà, le but du jeu, c'était vraiment d'amuser tout le monde. Alors si on regarde un petit peu donc la forme du théâtre grec, la première chose qu'on peut constater donc c'est que c'est un théâtre en extérieur, d'accord? Souvent il était fait sur une colline en fait qu'on creusait pour que l'acoustique, c'est-à-dire que le son puisse monter correctement. Donc il y avait différents espaces. Il y avait l'espace donc pour les spectateurs avec donc forcément les spectateurs les plus importants, c'est-à-dire les gens les plus importants de la cité qui étaient le plus proches de la scène, donc vers le bas, et les gens les moins importants, donc les gens du peuple qui étaient vers le haut. Au milieu, il y avait, là où il y a le numéro 7, il y avait ce qu'on appelle en fait le chœur, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ici que se mettaient un certain nombre de gens qui étaient des citoyens qui pouvaient être des femmes ou des hommes, et en fait qui allaient un petit peu, comment dire, chanter pour répondre aux acteurs qui eux étaient sur la scène, d'accord? Alors qu'on n'appelait pas la scène, qu'on appelait proskenion, qui est le numéro 5. Donc c'est là où sont les acteurs. Et ensuite, derrière au numéro 4, vous avez la loge, c'est ce qu'on appelle la skéné. Voilà, et donc en fait, si vous voulez, les acteurs, donc en fait, qui étaient entre 3 et 5, et se répondaient comme ça avec le cœur. Seuls les hommes avaient le droit d'être des acteurs et seulement des citoyens. D'accord, toutes les autres personnes, donc les femmes, les esclaves, les enfants, etc., les étrangers, n'avaient pas le droit. Alors tout le monde avait le droit d'assister au spectacle, hein. Le but c'était vraiment que toute la cité y participe et souvent en fait c'était gratuit. C'est-à-dire que c'était les gens les plus riches de la cité qui payaient pour les autres en fait, pour préparer le spectacle, pour préparer les jeux, les divertissements. On offrait même du pain à ce moment-là et toutes les autres personnes avaient le droit d'y assister. Donc il y avait des milliers de personnes, toute la ville généralement, qui allaient au théâtre pour assister à la représentation. Voilà, je rajoute donc que ces représentations et ces spectacles avaient parfois une dimension un petit peu religieuse, puisque vous pouvez voir là au numéro 7, en fait, à côté de là où il y a le chœur, il y a aussi un petit autel, en fait, qui était consacré donc à Dionysos, qui était le dieu de la fête, de l'ivresse, etc. Et donc, en fait, on faisait parfois des sacrifices en l'honneur de Dionysos. Alors pour ce qui est des acteurs, donc je reviens sur eux, ce ne sont pas vraiment des acteurs professionnels, c'est-à-dire qu'en fait, souvent ce sont des citoyens qui décident d'essayer de jouer et de gagner un prix un petit peu d'interprétation.
Et donc en fait, ils sont donc entre 3 et 5 sur la scène. Et en fait, souvent, ils portent des masques qui ont déjà des sentiments comme voilà, le fait d'être triste ou qui montrent déjà la joie, d'accord? Donc ce sont des masques qui sont figés. Pareil, hein, les costumes sont très très simples. Il n'y a pas énormément de décors. Et ils sont montés sur de hautes chaussures, en fait, pour qu'on puisse les voir de plus loin. Et voilà, et souvent ils ne bougent pas beaucoup, ou même quasiment des fois pas du tout. Et souvent ils sont de profil et en fait ils déclament leur texte. Donc ça n'a pas grand-chose à voir avec le théâtre qu'on connaît aujourd'hui, où les gens bougent beaucoup sur scène. Voilà, ce qui est assez fou, ce qu'on peut remarquer là dans l'organisation du théâtre, vous avez vu, c'est que donc on est en plein air. Et en fait, quand vous êtes tout en bas, vous pouvez parler normalement sans micro, donc les acteurs parlaient normalement sans micro. Et en fait, l'acoustique est tellement bien faite que le son arrive à monter tout en haut sans qu'on ait besoin de crier. Voilà, le son ne part pas dans les airs comme ça, le son remonte tout doucement vers les spectateurs qui sont le plus en haut. La seule petite différence entre le théâtre grec et le théâtre romain, c'est que le théâtre romain en fait est fermé derrière la skène, c'est-à-dire que derrière la loge des acteurs, il y a un décor qui vient complètement fermer l'enceinte de l'amphithéâtre. Voilà, donc ces endroits-là s'appellent des amphithéâtres, d'accord? Ils ont des formes donc alors demi-cercle en fait un petit peu, d'accord? Et ils sont toujours en extérieur. Alors ensuite, nous allons changer de période et donc nous allons passer au théâtre durant le Moyen-Âge. Alors le théâtre durant le Moyen-Âge, il y a quelques évolutions, notamment il n'y a plus de lieu précis et déterminé, donc les amphithéâtres n'existent plus. Pour faire du théâtre, on va s'installer un petit peu n'importe où pour faire du théâtre. Et surtout, en fait, ce qui est important aussi, c'est que le théâtre est vraiment cette fois-ci divisé en deux grandes catégories. On va avoir d'un côté le théâtre profane, qui est un théâtre qui n'a pas de rapport avec la religion, et de l'autre côté le théâtre sacré, qui cette fois-ci, lui, va avoir un lien avec la religion. Donc le théâtre profane, c'est donc le théâtre qui n'a pas de rapport avec la religion. Ce théâtre, en fait, il était souvent représenté sous trois formes. On avait la moralité, la sotie et la farce. Comme vous pouvez le remarquer sur les dessins, ces spectacles en fait étaient joués souvent en ville, c'est-à-dire par exemple sur la place du marché. Et en fait, on mettait tout simplement des grandes planches sur des tréteaux et on venait jouer directement sur ces planches-là. Du coup, on ne payait pas pour rentrer pour aller voir le spectacle, d'accord? Mais il n'était pas non plus gratuit, c'est-à-dire qu'en fait on participait un petit peu librement. Les gens passaient après pour essayer de récupérer de l'argent voilà, pour réussir à vivre de ça. Mais vous pouviez voilà, regarder et si vous n'aviez pas d'argent, vous pouviez partir. Après forcément il fallait un petit peu que les gens participent, sinon c'était compliqué pour les acteurs. Donc pour commencer, nous avons par exemple la moralité. Donc dans la moralité, comme vous pouvez le remarquer, là il y a un personnage en haut qui représente la mort, d'accord? Ça s'appelle donc la faucheuse. C'est un squelette qui porte une grande cape noire, donc et une faux. Et en fait ici la moralité, c'est en fait ce qu'on appelle des allégories, c'est-à-dire que ce sont des spectacles qui essayent de nous faire réfléchir un petit peu à des choses compliquées comme la mort ou la justice ou ce genre de choses. Et donc en fait on faisait des spectacles pour essayer de faire réfléchir les habitants sur des thèmes un petit peu compliqués comme celui-là. Ensuite on a par exemple donc la sotie, et là vous pouvez voir que les personnages ne sont pas du tout les mêmes. On voit bien qu'ils sont donc déguisés, qu'ils sont en train de bouger partout, il y en a un qui est par terre, ils sont même en train de danser. Et donc là si vous voulez en fait on est plutôt dans un côté satirique, donc le but c'est vraiment de faire rire les personnages en se moquant ou en bougeant énormément avec son corps, d'accord? Donc là, on est vraiment dans un divertissement plutôt pour amuser les gens, d'accord? Et enfin, donc, on a la farce. Donc cette fois-ci, celle-là se joue partout, hein, d'accord? Comme vous avez pu le voir, du coup, les autres se jouent plutôt en ville et celle-là se joue en ville et à la campagne. Et donc la farce là en fait c'est de prendre des petites histoires, des petites aventures du quotidien, donc l'idée c'est ça, et pour pouvoir un petit peu en rire
rire des histoires, un petit peu des mésaventures, donc des petites choses du quotidien qui peuvent arriver et qui finalement nous font rigoler. Aujourd'hui, on en a encore beaucoup des farces qu'on peut étudier. On a par exemple la farce de Maître Patelin et on a aussi plein de petits fabliaux, d'accord, qui sont des textes en fait qui sont en lien avec la farce. Donc voilà. Le théâtre donc en fait profane prend plein de choses du quotidien et en fait essaye soit de faire rire, soit d'expliquer des choses un petit peu profondes, soit de rire un petit peu du quotidien pour divertir les gens dans des lieux qui sont toujours extérieurs, mais cette fois-ci c'est un théâtre qui est mobile, c'est-à-dire que c'est un théâtre qui peut bouger. On n'a pas un lieu précis, d'accord? On peut vraiment se déplacer. Ensuite, donc au Moyen-Âge, comme on a dit, nous avons aussi le théâtre sacré. Donc cette fois-ci, le théâtre sacré a un lien avec la religion. Donc cette fois-ci, au lieu de se jouer sur les places du marché, par exemple, ou à la campagne, ça va se jouer sur le parvis des églises, c'est-à-dire devant les églises. Et donc là, vous allez avoir deux sortes de spectacles. Vous allez avoir soit ce qu'on appelle les miracles, soit les mystères, d'accord? Et donc en fait là, c'est assez simple. Soit ça raconte la vie d'un saint, Saint Matthieu, Saint Paul, Saint Jean, etc. Soit en fait ça raconte les miracles qu'aurait accompli Jésus, d'accord? Donc là, le but du jeu, en fait, c'est d'expliquer à tous les gens qui ne savent pas lire, ne savent pas écrire, ou qui ne comprennent pas forcément le latin, puisque les messes étaient faites en latin encore, les épisodes religieux, etc. Donc en fait, c'est un moyen d'apprendre la religion aux gens qui n'ont pas les moyens de le comprendre par eux-mêmes. Voilà. Je précise aussi également qu'au Moyen-Âge, les femmes n'ont toujours pas le droit de jouer sur scène. Il n'y a que les hommes qui ont le droit de jouer sur scène. Les femmes ont le droit d'être spectatrices, ont le droit de regarder le spectacle, mais comme dans l'Antiquité, elles n'ont toujours pas le droit d'être actrices. Alors nous allons donc passer maintenant au théâtre au XVe, XVIe et XVIIe siècle. Alors là, le plus gros changement qu'on va avoir, c'est qu'en fait on va retourner dans un théâtre qui est un lieu en fait. C'est-à-dire que cette fois-ci, nous allons avoir un théâtre qui va être fermé. Pendant l'Antiquité, pendant le Moyen-Âge, on avait affaire à un théâtre ouvert. Là, pendant ces périodes, nous allons recréer des lieux précis pour faire des représentations théâtrales. Et donc, par conséquent, la plus grosse chose qui va changer, c'est qu'il va falloir payer pour rentrer à l'intérieur. Donc, à partir de ce moment-là, le théâtre n'est plus gratuit, ou en tout cas, il n'est plus possible de le voir quand même gratuitement. Il va falloir payer pour rentrer dedans. Bien évidemment, le paiement va se faire en fonction de la catégorie sociale, c'est-à-dire que les meilleures places seront prises par les gens les plus riches, qui paieront le plus cher, et les moins bonnes places, là où on voit le moins bien ou là où on est le moins bien installé, seront prises par les gens qui ont moins de moyens et donc par les places les moins chères. À cette époque, il y a donc 3 pays où le théâtre se développe énormément. Donc le théâtre élisabétain, là tout en haut, c'est donc en Angleterre. Le théâtre à la française, c'est en France, et le théâtre à l'italienne tout en bas, c'est donc en Italie. Donc ce sont vraiment les 3 nations où le théâtre se développe énormément à cette époque-là. Alors donc en Angleterre, c'est sous le règne d'Élisabeth Ier que le théâtre va se développer le plus, puisqu'elle adorait l'art et donc elle a énormément contribué au développement du théâtre. La représentation que vous voyez là, c'est la représentation en fait du théâtre du Globe, qui était le théâtre où William Shakespeare, qui est un des plus grands écrivains anglais de théâtre de cette époque, jouait ses pièces. D'accord ? Donc ce théâtre s'appelle le théâtre du Globe. Il est à Londres. Donc en fait là, la particularité de ce théâtre, vous voyez, c'est donc qu'elle est en rond, mais qu'elle est à ciel ouvert. D'accord ? Donc en fait, c'est encore une fois un mélange que nous n'avions jamais vu. Donc les gens qui sont par terre sont les gens les moins riches, entre guillemets, puisque c'est les places les moins chères, et donc eux, ils sont debout. Et tout autour, là, vous pouvez voir sur des sortes de balcons, vous avez donc les gens qui avaient des loges, et donc en fait, ces gens-là, donc c'était ceux qui avaient payé le plus cher, c'était les plus riches. Alors il y a 2 choses. Premièrement, c'est parce qu'ils sont mieux installés, et deuxièmement, ils sont aussi en hauteur pour que finalement, on puisse aussi les regarder. C'est-à-dire qu'on allait au théâtre pour regarder la pièce, mais on allait aussi au théâtre finalement pour être vu et pour se montrer.
Au niveau de l'écriture, William Shakespeare et les autres de l'époque écrivaient des pièces qui étaient vraiment très longues et vraiment très complexes. La plus connue par exemple pour vous de Shakespeare, ce sera sûrement Roméo et Juliette. Et donc voilà, ce sont vraiment de grandes pièces où tout est écrit, toutes les répliques sont écrites, etc. Et elles sont beaucoup plus importantes et beaucoup plus imposantes que les pièces par exemple du Moyen Âge qui étaient souvent plus petites et plus courtes et moins bien construites. Encore une fois, donc cette fois-ci, les acteurs ne sont que des hommes. Il n'y a pas de femmes sur scène, toujours pas. Quand ils jouaient Roméo et Juliette, c'était un homme qui jouait Juliette. Les acteurs continuent à porter des costumes. Et cette fois-ci, ils se déplacent beaucoup plus sur scène, hein, un peu comme c'était déjà le cas au Moyen Âge. Ils sont vraiment mobiles. Voilà. Alors ensuite, donc nous avons le théâtre à la française. Donc pareil, c'est un théâtre en intérieur, mais cette fois-ci, au lieu d'être d'une forme arrondie ou ovale, il est tout en longueur. Vous avez pu le voir quand nous sommes allés au théâtre Le Ranelagh, puisque c'est un théâtre à la française. Donc c'est la même chose, il y a des places qui sont plus ou moins bonnes et donc qui sont plus ou moins chères, et en fonction de sa classe sociale, on était placé de façon différente. Voilà. Au niveau de la construction des pièces de théâtre, c'est la même chose qu'en Angleterre, c'est-à-dire que les pièces sont très construites. Il n'y a pas énormément de liberté, il n'y en a même quasiment pas. Les auteurs les plus connus sont donc pour la comédie Molière et pour la tragédie. La tragédie, c'est ce qui est censé nous émouvoir ou nous faire pleurer, etc. C'est Racine. Voilà. Et donc, en fait, si vous voulez, à cette période-là, on est donc au XVIIe siècle, hein, et c'est Louis XIV qui règne, et donc il y a un mouvement artistique et culturel qui s'appelle le classicisme, et qui veut en fait, si vous voulez, qu'on impose des règles très strictes à tout. Il y a une manière par exemple de faire de l'architecture, comme Versailles, il y a une manière de faire des jardins, le jardin à la française, où il faut que tout soit bien droit, bien régulier. Eh bien au théâtre c'est la même chose, il y a une manière de faire des pièces de théâtre qui doit être respectée. Et donc, si vous voulez, il existe ce qui s'appelle la règle des 3 unités. Et donc, un auteur de théâtre, quand il écrit une pièce de théâtre, il doit la respecter. Donc, il y a l'unité de temps, c'est-à-dire que la pièce de théâtre, le temps doit se dérouler en 24 heures. Il y a l'unité de lieu, tout doit se passer dans un même lieu. Et il y a la bienséance, le respect de la bienséance. C'est-à-dire qu'en fait, on ne doit pas montrer sur scène des choses qu'on n'est pas censé voir. Par exemple, quelqu'un mourir ou une femme tromper son mari. Voilà, toutes les choses qu'on considère comme amorales ou comme pouvant être traumatisantes, on ne doit pas les montrer sur scène. Et donc il est très important dans le théâtre à la française de respecter ces règles-là. Donc enfin, nous avons le théâtre à l'italienne. Donc là, toujours pareil, on est toujours à l'intérieur. C'est la forme peut-être la plus connue de théâtre, puisque c'est celle qui est en forme de fer à cheval. C'est souvent des théâtres qui sont très très beaux, très ornés, avec des peintures, des lustres, etc. Beaucoup de loges sur les côtés. Donc c'est des théâtres qui sont très très beaux. Et là, par contre, si vous voulez, au niveau des pièces de théâtre, c'est vraiment très différent. Pourquoi? Parce que en fait, c'est le théâtre de la commedia dell'arte. C'est-à-dire que en fait, il existe des personnages que tout le monde connaît un petit peu et qui ont des caractéristiques que l'on retrouve en permanence. Par exemple, vous allez toujours avoir Scapin ou Sganarelle qui sont des valets un petit peu rusés. Vous allez toujours avoir par exemple aussi Octave ou Léandre qui sont des jeunes hommes qui sont un peu riches mais qui sont pas très malins, souvent qui sont amoureux et qui n'arrivent pas trop à s'en sortir tout seuls, qui sont dans des situations compliquées. Vous allez avoir aussi le médecin, l'avocat, etc. Et donc en fait, si vous voulez, il n'y a pas de texte qui est précisément écrit, c'est-à-dire qu'en fait les comédiens jouent un de ces personnages. Les situations sont un petit peu décidées à l'avance. Par exemple, c'est voilà, 2 personnes qui vont être amoureuses mais qui vont pas pouvoir se marier parce que les pères ne veulent pas, etc. Et en fait, si vous voulez, les comédiens vont broder, vont jouer autour de ça en inventant ensuite les dialogues entre eux. Donc si vous voulez, il y a une toute petite partie qui est déjà décidée et il y a une autre partie où finalement
les comédiens inventent un petit peu, improvisent, d'accord? Donc c'est vraiment un mélange. Et donc ça s'appelle la commedia dell'arte. Alors nous allons arriver à notre dernière période. Je passe sur le XVIIIe siècle et le XIXe siècle où il y a eu voilà, l'invention par exemple du drame, etc. Donc il y a eu des nouvelles inventions. Mais voilà, ce n'est pas une période que nous allons forcément trop étudier. Donc je passe directement au théâtre le plus moderne du XXe et XXIe siècle. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, on retourne souvent à un théâtre qui a la forme des amphithéâtres, mais cette fois-ci en intérieur. C'est-à-dire qu'on reprend ce demi-cercle comme ça, un petit peu comme pendant l'Antiquité, mais cette fois-ci on est à l'intérieur. Ou alors on reprend plutôt le théâtre à la française avec des salles qui sont voilà, toutes droites, un petit peu penchées pour que tout le monde puisse voir, un petit peu comme les salles de cinéma. Le théâtre du coup est toujours payant, hein, il faut payer pour rentrer et pareil les meilleures places sont les plus chères. Alors ce qui va énormément changer au 19e et au 20e siècle, en fait, c'est la façon de faire des pièces de théâtre. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on va en avoir marre de respecter autant de règles et de faire des pièces de théâtre un petit peu toujours de la même façon. Donc en fait, on va décider de ne plus vraiment suivre les règles. Donc les auteurs de théâtre vont se permettre voilà, plus de liberté et surtout ils vont aussi finir par changer les thèmes. C'est-à-dire qu'en fait tous les thèmes qu'on abordait auparavant vont être un petit peu parfois mis de côté puisqu'il y a de nouvelles choses comme notamment les guerres qui vont bouleverser la vision que les gens ont des êtres humains, des rapports entre les êtres humains, etc. Et donc, on va s'intéresser à des choses, par exemple, comme les traumatismes d'après-guerre ou le sens de la vie, pourquoi est-ce qu'on est sur Terre, ou même, par exemple, essayer de défendre certains droits. Donc, en fait, le théâtre va prendre une dimension parfois plus politique ou plus sociale qu'auparavant, où on racontait vraiment souvent des petites choses plutôt de la vie. Il y a un autre phénomène qui va être tout à fait différent, c'est qu'à partir de cette période aussi, les femmes vont enfin avoir le droit d'être sur scène et de jouer sur scène. Voilà. Donc c'est un théâtre qui prend beaucoup de liberté. On va aussi avoir de moins en moins de costumes très flamboyants et très imposants, etc. Parfois les acteurs vont souvent être habillés normalement, un petit peu comme tout le monde. Et pareil, en fait, les décors vont finir par être un petit peu épurés, souvent. Épurés, ça veut dire qu'il n'y a quasiment rien sur scène. Parfois, il y aura même juste un acteur avec voilà, bah, soit un piano, soit un élément, enfin une petite chose, ou parfois il n'y aura même rien du tout. À l'inverse, il existe forcément des spectacles qui sont très imposants et qui utilisent aussi les technologies. Mais voilà, c'est un théâtre qui devient vraiment différent et où on place parfois la performance de l'acteur et la performance artistique et même l'importance des silences ou ce genre de choses hein, au centre de l'art du théâtre. Et donc on change véritablement les thèmes aussi. Le théâtre sert aussi à faire, voilà, à faire que l'homme réfléchisse sur lui-même et plus seulement à le divertir.